Bonjour à tous et à toutes. Merci, bienvenue sur ce nouveau webinaire pour parler d'un grand sujet qui est la facturation électronique. Alors, on va attendre quelques secondes encore le temps que les autres se connectent. En attendant, un plaisir de vous retrouver. Donc, moi, c'est Antoine de Compta Santé. Je suis actuellement avec Yuen Carambellet, qui est notre expert comptable, qui va pouvoir justement nous présenter tout ça. Salut Yuen. Salut Antoine, je ne sais pas si le son est bon, c'est bon? Le son est bon, super. Parfait. Et également accompagné de Clarisse Cartier, que vous connaissez maintenant, qui est manager Compta Santé, qui va pouvoir répondre à toutes vos questions en arrière-plan. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, sur Livestorm, en bas à droite, vous retrouvez une session questions-réponses qui est disponible tout au long de la présentation. Donc, rassurez-vous, c'est anonyme. Vous pouvez partager toutes vos questions et on répondra en simultané. Et bien sûr, à la fin, on fera une petite session FAQ. Super, donc on va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, grand sujet qui est la facturation électronique. Donc là, l'objectif de ce webinaire, c'est de vous parler de choses que les professionnels de santé ignorent encore. Donc, tous les jours, on reçoit beaucoup de questions par rapport à ce sujet. Donc, on va aborder tout ça. Donc, pour ce faire au programme, Yoann va commencer par nous réexpliquer ce que c'est la facturation numérique. Donc, on met le programme. Dans un deuxième temps, on va identifier justement l'impact que ça va avoir sur votre activité, sur votre profession, pour anticiper et transformer par la suite cette obligation, cette contrainte en avantage. Et donc, Yuan va pouvoir nous faire un petit diagnostic fonctionnel par rapport à ce traitement et bien sûr, les partenaires qui peuvent vous aider par la suite. Donc, on va vous expliquer tout ça. Donc, je laisse la suite à Yuan pour nous parler justement de cette réforme. Merci Antoine pour cette intro. Oui, sujet un petit peu brûlant et complexe aujourd'hui pour attaquer l'année 2026. La facturation électronique, la première chose déjà, c'est que beaucoup de professionnels de santé se sont rendus compte fin de l'année 2025 qu'ils allaient y être confrontés et du coup, ça a généré une espèce de vent d'inquiétude et voire même de panique dans certains cas. Donc là, l'objectif, c'est quand même de remettre un petit peu l'église au milieu du village et de démystifier toute la partie d'inquiétude entourant la facturation électronique. Déjà, on va revenir sur ce serpent de mer qu'est la facturation électronique. Ça fait plusieurs années qu'on parle de cette obligation de facture électronique. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Eh bien, tout simplement parce qu'on est un des derniers pays européens à passer à la facture électronique. Il faut savoir que même au niveau mondial, de nombreux pays comme l'Argentine y sont déjà passés, avec toujours les mêmes enjeux clés, c'est-à-dire la transparence et la lutte contre la fraude. La lutte contre la fraude, c'est notamment ce qui a présidé à la mise en place de la facture électronique en Argentine. Et les obligations de transparence, effectivement, c'est tout un aspect de clarification et d'assainissement de la vie des affaires qui existe en Europe. Alors, ce qu'on en attend pour les entreprises, effectivement, c'est ce que nous dit le gouvernement et les tenants de la réforme. Ils nous disent qu'on va gagner en efficacité puisqu'on va optimiser les processus de facturation et avoir des gains de temps significatifs, qu'il y aura une réduction de coûts liés à des dépenses qui sont d'habitude générées par des erreurs humaines et que les factures seront payées plus vite. Bon, tout ça, c'est bel et bien, et effectivement, dans la plupart des entreprises du secteur économique marchand français, ça va fonctionner. Ça ne va pas forcément être des gains qu'on va avoir pour les professionnels de santé, on va voir ça un peu après, mais juste on peut déjà avancer en se disant qu'aujourd'hui, les processus de facturation en dehors de la facturation, bien sûr, aux caisses via des logiciels spécifiques, mais c'est un secteur de facturation qui n'est pas concerné par la facturation électronique. Donc, en dehors de la facturation aux caisses qui est liée aux actes de soins dans la nomenclature, les pros de santé passent peu de temps à facturer. Donc, les gains de temps peuvent difficilement être significatifs puisqu'il n'y a déjà pas beaucoup de temps de passer. Ensuite, les erreurs, comme il y a peu de documents qui sont émis, il y aura donc peu d'amélioration au niveau des erreurs. Et pour ce qui est du paiement plus rapide des factures, les factures qui ne sont pas des factures de soins ne font généralement pas l'objet de problématiques d'encaissement. Donc, on n'a pas forcément les bénéfices pour les pros de santé et on va voir on va pouvoir quand même essayer de gagner dans l'affaire.
Qu'est-ce que c'est qu'une facture électronique? Déjà, il faut savoir qu'une facture électronique aussi, c'est un document numérique qui est conçu pour être géré électroniquement d'un bout à l'autre de la chaîne, entre celui qui va émettre la facture, celui qui va la recevoir et la payer, et celui qui va la comptabiliser dans la comptabilité. C'est une facture, donc elle contient toutes les mentions obligatoires que vous avez sur les factures papier. Donc c'est exactement les mêmes, le numéro de SIRET, le numéro de TVA intracom, le code de service si c'est requis par le client, etc. Les références à d'éventuels bons de commande. Tout ce que vous aviez sur les factures papier, vous allez le retrouver sur la facturation électronique. C'est donc ce qu'on vous a noté, un remplacement de la facture papier traditionnelle. Ce remplacement, il se fait sur des formats standardisés. Notamment, vous avez 3 formats qui ont été retenus en France pour la facturation électronique. Vous avez le format FactureX, le format UBL et le format C2I. Il faut que vous ayez en tête que le format FactureX est celui qui a été retenu par la plupart des éditeurs du marché de la comptabilité, de la gestion commerciale. On va sans doute aller vers une standardisation qui donnera à la facture X 90 à 95% du marché. Mais l'UBL et le C2I sont 2 autres formats qui existent et qui seront compatibles. Alors, comment ça fonctionne, la facture électronique? Je vous l'ai dit, c'est fait pour être géré électroniquement d'un bout à l'autre de la chaîne. Donc, la première chose, c'est de créer la facture électronique. Et pour ce faire, il va falloir utiliser un logiciel de facturation. On verra plus loin que les logiciels qui sont compatibles, les logiciels qui ont les capacités de gérer ces facturations électroniques, portent le joli nom d'outils de dématérialisation. Donc, c'est un acronyme qu'utilise l'administration fiscale. Pour vous, ça reste un logiciel de facturation compatible. Cette facture, une fois créée, va être transmise à une plateforme agréée. Alors, la plateforme agréée, c'est le nouveau nom des anciennes PDP. Les PDP dont vous aviez peut-être entendu parler, ce sont des plateformes qui ont pour objectif de garantir en fait le cheminement, donc assurer la traçabilité de la facture électronique tout au long de son parcours. Les plateformes agréées sont faites pour travailler avec les formats que je vous ai mentionnés, FactureX, UBL, C2I. Donc, elles vont commencer par assurer la conformité de la facture. Si cette facture est bien conforme, elle va la transmettre ensuite, la plateforme agréée, au client. Donc, le client va recevoir, lui, via sa propre plateforme agréée, parce qu'il y en a plusieurs, ça je vais vous le dire un peu après, via sa plateforme agréée, il va recevoir sa facture électronique, donc c'est la plateforme agréée de réception, et cette facture électronique va pouvoir ensuite être intégrée à sa comptabilité de manière automatique, semi-automatique ou manuelle. Mais c'est bien la facture qui va être transférée. Il n'y aura pas d'enregistrement manuel de montant. On va transférer les informations de la facture. Et les informations de la facture vont aussi être transmises à un acteur important, qui est l'acteur qui pilote en France la réforme, qui est l'administration fiscale. Puisqu'on vous l'a dit, le but de la facturation électronique, c'est de réduire la fraude et d'améliorer la transparence des affaires. Ce qu'il faut retenir, c'est que les entreprises, et ça c'est ce qu'on vous a noté en dessous, doivent choisir une plateforme agréée en émission et une plateforme agréée en réception, qui peut tout à fait être la même. Hein. Ça permet de simplifier les affaires. On va voir aussi que les dates d'obligation ne sont pas forcément les mêmes pour la plateforme agréée en émission et en réception. Alors, ce que je vous disais, c'est que beaucoup de professionnels de santé, jusqu'à la fin de l'année, pensaient qu'ils n'étaient pas forcément concernés par la facturation électronique, puisqu'on disait que la facturation électronique, ça concernait uniquement les assujettis à la TVA. Or, les assujettis à la TVA, ce sont tous les acteurs économiques qui interviennent donc dans le secteur économique français, qui ne sont pas des acteurs publics ou des acteurs individuels agissant à titre privé. Donc, ce sont tous les acteurs qui agissent à titre professionnel,
Et donc, à ce titre, même s'ils peuvent être exonérés de TVA en vertu de telle ou telle disposition, même s'ils ne sont pas forcément redevables de la TVA, ils sont quand même assujettis. Et on nous dit que la facture électronique, elle est obligatoire pour tous les échanges que l'on appelle en B2B. Ça veut dire entre professionnels, business to business. Donc, entre deux professionnels, on doit avoir une facturation électronique. Alors, le pro de santé, il se dit, moi, je ne travaille qu'avec des patients qui sont des simples citoyens. Je suis en B2C, je suis en business to customer. Je ne suis donc pas concerné par la facturation électronique. Alors, pas forcément en émission, effectivement, dans un premier temps, même si on verra tout à l'heure tous les cas où ça peut être le cas, mais je vais recevoir de la part de mes fournisseurs, qui sont eux des entreprises privées, un dentiste qui achète un fauteuil, il l'achète auprès d'une entreprise qui facture le fauteuil, et cette entreprise va lui transmettre une facture électronique. Il faut que notre dentiste soit capable de recevoir dans son système comptable et via une plateforme agréée qu'il aura choisie, la facture électronique de son fauteuil. Donc, elle est obligatoire en B2B. Les professionnels de santé sont, comme leur nom l'indique, des professionnels et donc ils sont concernés, notamment ils vont être concernés en réception très rapidement par la facturation électronique. Donc, on vous a noté que c'était un changement majeur parce que ça implique une transformation alors parce qu'on vous a noté des organisations comptables. Cela veut dire que dans un premier temps, il faudra s'organiser pour pouvoir recevoir de manière conforme les factures électroniques et il faudra ensuite pouvoir émettre, dans les cas où on doit émettre des factures électroniques, il faudra pouvoir les émettre de manière conforme et surtout dans les délais prescrits par l'administration fiscale. Alors, c'est pour quelques professionnels de santé l'opportunité de passer en fait d'un système très manuel à un système beaucoup plus digitalisé et beaucoup plus intégré. Voilà une des petites opportunités. C'est des fois le petit coup de pouce dont on a besoin pour se dire, bon, allez, c'est bon, j'arrête le papier et le crayon, voire même le boulier pour les plus traditionnels, et je passe sur un système digital puisque je n'ai plus le choix. Alors, quand on parle de facturation électronique, il y a deux notions qui sont à connaître, puisque la facturation électronique, c'est deux obligations différentes, suivant le cas dans lequel vous vous trouvez. Le premier, ce que l'on appelle le e-invoicing ou facturation électronique, c'est le fait de faire des factures entre professionnels dès l'instant où on est dans le cas obligatoire, où on travaille entre professionnels. Donc, c'est le processus que je vous ai expliqué juste avant. Il existe une deuxième obligation liée à la réforme de la facture électronique qui concerne le e-reporting. Et le e-reporting, cela concerne les échanges entre les professionnels et les particuliers. Les professionnels qui travaillent exclusivement avec des particuliers ne vont pas être obligés de faire de la facturation électronique. Ils vont se contenter de noter dans un registre électronique, ils vont transmettre à l'administration les données d'encaissement qu'ils reçoivent de la part des particuliers. La bonne nouvelle pour les pros de santé, c'est que les opérations bénéficiant d'une exonération de TVA en application des articles 261 à 261E du CGI, c'est-à-dire vous, puisque l'article 261.4 du CGI dit que les prestations de soins fournies par des professionnels de santé à des particuliers n'entrent pas sont exonérés de TVA et donc ils n'entrent pas dans le champ du e-reporting. On est quand même en train de dire que tout ce que vous allez faire dans votre vie professionnelle, en termes d'encaissement ou de facturation, est soumis à la facturation électronique, sauf la facturation des soins à des particuliers dans un cadre thérapeutique bien défini par la loi. Il faut raisonner vraiment, même si ça fait 90%, 95% de votre activité, il faut bien se dire que c'est ce cas-là qui est l'exception et que la norme, ce sera peut-être les 5% du reste de votre activité. Donc, on vous l'a noté en bas, toutes les entreprises établies en France et assujetties à la TVA, qu'elles soient redevables ou non, sont concernées par la réforme. Donc, ça concerne aussi les auto-entrepreneurs en franchise en base. Ils ne sont pas redevables de la TVA, mais bien assujettis à la TVA. On a le cas, par exemple, même sans aller jusqu'aux entrepreneurs, des gens qui sont assujettis à la franchise en base, qui bénéficient de la franchise en base,
Nous avons par exemple le cas de kinés qui facturent des redevances de collaboration à leurs collaborateurs. Ils en facturent pour 20 000 euros par an. Ils ne sont donc pas redevables de la TVA, puisque avec 20 000 euros de facturation par an, ils sont en dessous du plafond de la franchise en base de TVA qui est à 37 900 euros. En revanche, ils sont bien assujettis à la TVA, c'est juste qu'ils sont en dessous du radar. Pour la facturation électronique, il n'y a pas de seuil en dessous duquel on peut se cacher. Donc, les factures qui sont faites d'un kiné à son collaborateur devront, lorsqu'on aura atteint la date d'obligation en émission, devront être faites de manière électronique. Donc, le nouveau parcours d'une facture, il est un petit peu différent de l'ancien. Ce qui est vraiment différent, c'est à la fois le format et le schéma, mais c'est toujours un fournisseur qui émet une facture. Sauf qu'au lieu de transiter par la poste, elle transite par une plateforme et vous la recevez automatiquement. Elle ne transite pas non plus par une boîte mail. Vous la recevez automatiquement via une plateforme agréée. L'objectif, on vous l'a dit, c'est limiter les pertes, les erreurs et la saisie manuelle. Alors, tout ça, ça va se passer comment? Parce que finalement, on en parle, ça fait des années qu'on en parle. Le calendrier de la réforme a connu beaucoup de modifications, mais là, ça y est, il est figé et on n'y touchera plus. On n'y touchera plus parce qu'on est tout prêt et que beaucoup d'acteurs économiques sont déjà prêts pour la première phase. À savoir que les grandes entreprises qui ont l'obligation d'être à la fois en émission et en réception à partir du 1er septembre 2026, comme vous le voyez sur le schéma, ces grandes entreprises, elles sont déjà toutes prêtes. Elles sont même prêtes, pour certaines d'entre elles, depuis plus d'1 an. Donc là, pas de problème, et l'État est déjà prêt à collecter les données. Les entreprises de taille intermédiaire sont pour la plupart d'entre elles, elles aussi prêtes, et elles travaillent déjà en dématérialisation sur des formats standardisés et compatibles Facture X. Donc là aussi, tout le monde est prêt, ce qui veut dire que cette première étape du 1er septembre 2026 n'attend plus que la capacité des TPE, des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises à recevoir les factures électroniques. On parle bien de réception pour le 1er septembre 2026 pour les petites entreprises. Et aujourd'hui, beaucoup d'acteurs du marché, notamment les banques et les éditeurs de logiciels informatiques, se sont emparés de la problématique de la réception des factures électroniques et proposent des plateformes agréées qui sont déjà prêtes à recevoir les factures. Il suffira d'adhérer à une plateforme agréée et ensuite de connecter votre logiciel bancaire ou votre logiciel comptable ou le logiciel comptable de votre expert comptable sur la plateforme pour pouvoir récupérer les factures et satisfaire à l'obligation légale. La deuxième phase, pour les petites entreprises et donc la plupart du temps les professionnels de santé, ce sera la phase d'émission obligatoire. Et cette phase d'émission, on a encore un petit peu le temps de se préparer. C'est pour le 1er septembre 2027. Mais il faut déjà commencer à penser et se dire, tiens, finalement, je serai concerné. Si vous envisagez de faire des changements de logiciel, posez-vous les questions déjà de comment est-ce que cette obligation de facturation électronique me concerne et comment je vais la traiter par la suite. Vous avez sur la droite les définitions sur les différentes tranches d'entreprises qui sont concernées. Vous voyez, pour la plupart d'entre vous, vous serez dans la case du milieu, TPE et PME. Alors, on vous a représenté ici, ce schéma, vous allez le trouver sur de nombreux sites, notamment les sites du gouvernement ou les sites des éditeurs de logiciels de comptabilité, logiciels de facturation. C'est toujours le même système, ce que l'on appelle le système en Y. À savoir, un fournisseur A qui prépare une facture, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, OD, c'est opérateur de dématérialisation. Donc, son logiciel, qui est son opérateur de dématérialisation, le fournisseur A prépare la facture et l'envoie à sa PDP à lui, la PDP A, qui s'appelle plus PDP maintenant, mais plateforme agréée, mais alors PAA, ça devient compliqué, donc on a laissé PDP. Il l'envoie à sa plateforme agréée et sa plateforme agréée va d'abord s'assurer de la conformité du document, ça c'est le premier travail. S'il n'est pas conforme, elle l'en informera et charge à lui de modifier la facture pour la rendre conforme. Dès que la facture est certifiée conforme, elle est transmise
à la PDP-B, qui est la plateforme agréée de réception, et elle sera transmise à l'acheteur, donc l'entreprise B, ou le professionnel B, qui lui pourra la recevoir via son opérateur de dématérialisation, généralement un logiciel de comptabilité. Et comme le but, c'était d'informer l'administration fiscale pour lutter contre la fraude et être transparent dans la vie des affaires, la plateforme d'émission, pas celle de réception, mais la plateforme d'émission, va transmettre l'information à l'administration fiscale par le biais de ce qu'on appelle le PPF et l'annuaire qui recense toutes les entreprises qui interviennent dans le secteur économique français. Donc, cet annuaire, c'est celui qui permet à l'administration fiscale de recenser toutes les entreprises qui doivent normalement faire transiter leurs factures par les plateformes agréées. Et cet annuaire sera connecté aux différentes plateformes agréées qui existent. Et on saura donc si les entreprises, à chaque moment de la réforme, ont bien adhéré à une plateforme en émission, ça c'est pour tout le monde au 1er septembre 2026, et une plateforme en réception, pardon, c'est pour le 1er septembre 2026, et en émission, donc la PDVA, ça ce sera pour la plupart d'entre vous, ce sera au 1er septembre 2027. Pourquoi je vous dis c'est important que l'État contrôle? Parce que l'État a prévu des sanctions pour ceux qui n'adhèrent pas à des plateformes, et il s'est donné aussi un outil de contrôle qui est très efficace. Ils ne vont pas regarder les entreprises une par une, ils vont comparer deux bases de données, et ceux qui sont présents que dans l'une des bases de données, c'est-à-dire dans l'annuaire, mais qui ne sont pas adhérents d'une plateforme, ils vont pouvoir tout de suite les identifier et donc tout de suite les sanctionner. Donc, on vous a remis un petit peu de définition. Donc, les plateformes agréées, anciennement PDP, c'est des solutions privées. Ça, c'est très important que vous ayez en tête que ce n'est pas le gouvernement qui met en place les plateformes agréées. Il y en aura donc plusieurs, puisqu'on est dans un secteur privé. Donc, elles offrent des services de gestion de factures. Le service de base, c'est vérification de la conformité et transmission aux plateformes agréées de réception et à l'administration, mais il y a d'autres services qui seront proposés par ces plateformes agréées, notamment des services de conservation, des services de... quand je dis conservation, c'est de l'archivage. Vous aurez tout un tas de services liés également pour les factures qui seront sortantes ou rentrantes, des services qui sont liés à la connexion avec les logiciels de comptabilité pour permettre d'avoir une meilleure efficacité dans la gestion comptable. Donc, pour tout ça, effectivement, pour que ça fonctionne, les plateformes agréées, vous devrez utiliser des opérateurs de dématérialisation qui sont des logiciels de facturation connectés pour émettre et ou des logiciels de comptabilité compatibles pour recevoir. Alors, je vous ai donné les grandes lignes. À chaque fois, j'ai essayé de rapprocher ça aux pros de santé. On va vraiment s'intéresser à votre cas, à vous, là, et rentrer un peu plus dedans. Donc, je vous l'ai dit, quels clients sont concernés par la réforme de la facturation électronique? Tous les pros de santé assujettis à TVA. Et vous allez voir que, contrairement à ce que vous pensez, vous êtes peut-être dans des cases où, en 2027, ça va vous tomber dessus. Et pour que ça ne vous tombe pas dessus, on va anticiper. Alors, donc on vous dit toutes les entreprises établies en France assujetties à la TVA qui émettent ou reçoivent des factures. Bon, là, vous dites, je ne suis pas trop concerné, machin, mais les pros de la santé, exonérés de TVA, mais qui reçoivent des factures électroniques, ah ben ça, c'est vous, et ça, c'est dès le 1er septembre 2026. Pros de santé avec activité annexe taxable, c'est certains d'entre vous, et là, ce sera 1er septembre 2027 en émission, 1er septembre 2026, pardon, comme tous les autres, en réception. Et puis, toutes les structures de groupe. Les structures de groupe, c'est des structures qui sont professionnelles, qui s'adressent à vous, professionnels. Donc, on est en B2B. Les SCM, les sociétés d'exercice libéral, les cabinets pluridisciplinaires, et même votre SCI, qui vous facture tous les mois le loyer de votre cabinet. C'est votre SCI, c'est votre cabinet, mais c'est une entité professionnelle assujettie à TVA, même si elle n'est pas redevable, qui parle à un autre assujetti à TVA non redevable, c'est-à-dire vous. Ça veut dire que votre SCI devra émettre au 1er septembre 2027 une facture électronique que vous
dans votre activité libérale, vous allez recevoir via votre plateforme agréée. Donc, ça veut dire que tout ça, il faut vraiment qu'on se pose la question des flux internes, des facturations entre entités, des refacturations de frais, faire un espèce d'audit complet pour se dire à quel endroit je vais être concerné. Donc, les impacts que ça pourrait avoir, c'est effectivement le passage par une plateforme agréée, un logiciel comptable et ou un logiciel de facturation conforme, les opérateurs de dématérialisation. Ça veut dire que c'est la fin des factures PDF simples, c'est la fin aussi des factures papier qui existent déjà beaucoup moins. Les obligations, donc, ça pourrait être le e-invoicing en B2B lorsque vous travaillez entre professionnels de santé. Donc, le e-invoicing, c'est facturation électronique. Et le e-reporting en B2C si vous travaillez avec des particuliers en dehors de la nomenclature ou sur des actes qui ne sont pas des actes de soins. Donc, ça veut dire que tout ce qui va rentrer, je vous l'ai dit, dans votre activité professionnelle, on va se dire que quelque part, vous êtes concerné par une obligation, sauf sur un secteur, un seul, c'est la prestation de soins dans le cadre de votre activité de soignant. Et la prestation de soins à des particuliers. L'organisation, c'est quoi? Ça veut dire que vous allez devoir distinguer vos types de clients et vous allez devoir suivre vos flux. Là, on rentre vraiment dans le concret pour vous. C'est faire l'audit de ce qu'est réellement mon activité, de quels sont les flux de mon activité, y compris les flux les plus marginaux, puisqu'il n'y a pas de seuil de tolérance. Et c'est volontaire. Pour qu'une réforme soit réellement efficace, l'administration s'est rendue compte qu'il fallait qu'il n'y ait aucune exception sur les secteurs qui l'intéressent. Donc, les impacts pour les pros de la santé, c'est quoi? En tant qu'émetteur, je vous l'ai dit, peu d'impact dans la majorité des cas. Les actes de soins, on est généralement hors obligation d'émission. Attention sur donc vigilance sur les activités annexes, etc. Si vous êtes dans un de ces cas-là, obligation d'e-invoicing ou de e-reporting en septembre 2027. Là, ça va. On n'est pas c'est pas tout de suite, et puis c'est pas tout le monde, et puis c'est pas sur une grande partie de l'activité. Par contre, en tant que récepteur, vous êtes tous concernés vis-à-vis de vos fournisseurs, de vos prestataires, des éditeurs de logiciels, etc. Obligation de réception dès septembre 2026. Pour pouvoir recevoir, vous l'avez vu un peu plus tôt dans le dispositif, il faut être adhérent d'une plateforme agréée de réception. Et là, on arrive sur la marche à suivre. Il faut se préparer, mais sans se précipiter. On a identifié quand même des risques pour vous. Le premier risque, ce serait de s'exposer à des sanctions. Il faut savoir, par exemple, que si vous ne vous inscrivez pas sur une plateforme agréée, donc vous n'adhérez pas, comme on vous demande de le faire, avant le 1er septembre, enfin, au plus tard, au 1er septembre 2026, vous êtes susceptible de faire l'objet d'une amende. Et ces amendes vont aller crescendo relativement vite. C'est-à-dire que la première amende, si vous vous inscrivez pas, c'est 500 €. Alors, vous aurez un rappel, un seul. C'est-à-dire que si après un rappel, vous n'êtes pas inscrit, vous avez une amende de 500 € qui va tomber. Et cette amende, derrière, vous aurez 3 mois pour vous conformer à cette obligation. Et ensuite, vous aurez des amendes qui vont tomber régulièrement de 500 €. Ça, c'est les amendes basiques. Et si au bout d'un moment, vous n'y êtes toujours pas, les amendes sont prévues être crescendo. Donc, pour l'instant, pour la non-inscription sur la plateforme de réception, on reste aux 500. Mais vous allez voir que comme toutes les amendes en émission, elles sont croissantes avec des amendes de 50 € par facture, des montants qui sont portés à 1 000 € avec des plafonds à 15 000 € par an. Ça veut dire qu'ils ont déjà prévu de mettre des amendes de manière conséquente. L'administration veut que cette réforme soit appliquée et elle fera en sorte que ça vous coûte beaucoup plus cher de ne pas rentrer dans le dispositif que d'y rentrer. Donc, s'exposer aux sanctions, déjà, c'est une première chose. Et puis, je vous l'ai dit, l'administration a prévu tous les outils pour pouvoir contrôler en un instant la totalité des opérateurs économiques français. Donc, n'espérez pas passer en travers des mailles du filet. Il vaut mieux accompagner la vague et surfer dessus que de se la prendre de face.
Donc, le risque potentiel, c'est un, s'exposer aux sanctions. Deux, ce serait de céder aux sirènes commerciales. Quand je dis céder aux sirènes commerciales, les plateformes agréées vont être destinataires de toutes les informations de facturation des entreprises. Elles vont aussi être destinataires des informations d'achat des entreprises par le biais de la réception des factures. C'est des quantités de data qui sont, j'allais dire, d'un point de vue marchand, assez intéressants pour plusieurs opérateurs. Et certains souhaitent absolument faire transiter les flux par leur plateforme. Donc, ils vont faire des campagnes de publicité, des campagnes d'incitation à s'inscrire sur leur plateforme, des campagnes assez virulentes et assez séduisantes. La problématique, c'est que ça pourrait vous conduire, puisqu'il existe aujourd'hui 120 plateformes agréées qui ont passé toutes les épreuves prévues par le gouvernement, ça pourrait vous conduire à vous inscrire sur une de ces 120 plateformes qui n'est pas la meilleure pour vous. Pourquoi? Parce qu'on vous dit « Ah, mais chez nous, c'est gratuit, alors que chez les autres, c'est 2,50 € par mois ou 4 € par mois. » Ou voilà, chez nous, c'est tout gratuit. On sait très bien que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Ça veut dire que quelque part, un, le service sera certainement pas forcément complètement au niveau, on fera vraiment le minimum légal, mais sans plus. Et deux, est-ce que les connexions se feront bien avec votre logiciel comptable? Est-ce que finalement, il n'y a pas un risque que votre expert comptable soit contraint de vous facturer des prestations supplémentaires parce que la plateforme agréée que vous avez choisie n'est pas totalement compatible avec le logiciel? On va se retrouver dans des cas un peu ubuesques. Donc, céder aux sirènes commerciales, c'est prendre le risque de ne pas choisir la bonne plateforme. Et il faut se préparer. Quand on dit ne pas se précipiter, ce n'est pas juste se dire je me débarrasse de ce truc-là, je souscris à la plateforme de ma banque, comme ça c'est bon. Il faut des fois aller un peu plus loin. Et là aussi, le risque, c'est de ne pas bien maîtriser les coûts. Si vous souscrivez à une plateforme de manière un petit peu rapide, sans bien maîtriser les tenants et les aboutissants, vous risquez des fois de payer trop cher votre plateforme agréée par rapport à ce que vous avez comme besoin réel. Et donc, vous ne tirerez pas les bénéfices de la réforme. Et c'est quand même un peu dommage parce que l'objectif de cette réforme, ce n'était pas forcément de vous faire perdre beaucoup d'argent. On a vu qu'il n'y aurait déjà pas beaucoup de bénéfices pour les pros de santé. Le peu qu'il peut y avoir en bénéfices, c'est des bénéfices en termes d'organisation et d'efficacité. Si vous souscrivez à la mauvaise plateforme et que vous perdez ces bénéfices, c'est un petit peu dommage. Du coup, nous, ce qu'on vous propose, comme tous les cabinets comptables de France quasiment, c'est de faire le point sur votre situation. Et là, on est vraiment dans l'apprentissage et le décortiquage de son mode d'exercice, ses types de facturation, ses flux. Bien identifier les flux, hein, c'est très important. Et quels sont les flux qui viennent des fournisseurs, ceux qui vont vers les patients, ceux qui vont et viennent des structures, savoir qui rentre, qui sort, combien ça représente, pour après pouvoir agir en conséquence, c'est-à-dire une fois qu'on a posé le diagnostic, passer au traitement. Donc, la première chose, c'est anticiper la réception. Donc, l'échéance, c'est septembre 2026, 1er septembre 2026, c'est bientôt. Il faut choisir une solution adaptée. Donc, il faut choisir avant le 1er septembre une plateforme agréée au mieux de vos besoins. Et là, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas rester seul. Il existe un mandat qui permet à une entreprise de déléguer à son expert comptable le choix pour elle de sa plateforme agréée. Alors, bien sûr, cette plateforme doit se faire en concertation, mais ça permet de reporter sur un professionnel de la comptabilité qui est celui qui va être finalement confronté à la réception des factures in fine, le choix de la plateforme pour que ce choix soit le plus éclairé possible. Et pour que ce choix soit le plus éclairé possible, ça passe par ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire partir du diagnostic qu'on a établi sur la diapo précédente concernant les flux, concernant votre organisation, et ce que l'on veut en faire, c'est-à-dire derrière, quel objectif en termes d'imputation comptable, de traitement financier on va avoir sur ces factures électroniques. Donc, l'idée, ne restez pas seul. Il faut savoir que les experts comptables, c'est la seule profession qui a ce mandat de délégation. Et si les experts comptables ont ce mandat de délégation et sont les seuls, c'est parce que l'administration fiscale a considéré que c'était la seule profession, et les banques ne sont pas dedans, on est bien d'accord, hein, c'est la seule profession qui est capable d'agir au mieux de vos intérêts. Je vais du coup repasser la parole à Antoine qui va vous expliquer qui on est Compta Santé en tant que justement expert comptable. On est
il est bien concerné par la question. Donc, j'espère que j'ai été assez clair. De toute façon, on a peut-être quelques questions après. Antoine, je te Ouais. laisse la suite et puis on se reparle pour les questions. Tout à fait, tout à fait. Bah, merci Yuen. J'espère que pour vous ça a été plutôt clair. Et, voilà, des éléments de compréhension. Donc en effet, ça nous concerne tous cette obligation. Première échéance, 1er septembre 2026 pour la réception et 1er septembre 2027 pour l'émission. Donc en effet, nous, si ça nous concerne, on s'intéresse à ce sujet car tous les mois, on aborde lors de ces webinaires les sujets qui vous concernent. Donc on est un groupe, 3 éditeurs, un cabinet d'expertise comptable et un objectif qui va être de créer un écosystème pour faciliter tous nos pros de santé dans la gestion de leurs obligations comptables, dans le logiciel de gestion de patientèle et facturation avec nos collègues de chez Albus pour les infirmières en libéral, Topaz les kinés et Orthomax pour les orthos. Donc, Compta Santé, ça fait 12 ans maintenant, plus que 10 ans, qu'on accompagne tous nos pros de santé en libéral pour faciliter justement leur gestion au quotidien. Et bien sûr, ce sujet de la facturation numérique, on l'anticipe. On est aujourd'hui avec notre partenaire Pennyline en capacité de pouvoir émettre et recevoir cette facture. Donc, on travaille encore pour valider cet agrément, mais en tout cas, c'est dès aujourd'hui disponible. Donc, il y a pas mal de questions. Clarisse a pu répondre à quelques questions, mais on va pouvoir reprendre 2-3 questions pour approfondir le sujet. Donc, on avait une question de Madame Cheneveau par rapport à l'audit. Elle demande est-ce que le comptable pourra préciser, j'imagine, quelles sont les obligations qui concernent par rapport à la facturation numérique. Est-ce que Yuen, tu peux nous en dire un peu plus par rapport à l'audit, par rapport à ce que le comptable pourra réexpliquer ou préciser certaines choses? Alors, tout à fait. Nous, notre objectif, c'est ce sera de proposer à nos clients une mission en fait, dans laquelle on va, par l'intermédiaire d'un questionnaire assez simple, pouvoir les aider à se positionner sur les obligations à venir. Donc, c'est vraiment l'idée comment dirais-je, simplifier la vie du professionnel de santé pour qu'il ne passe pas trop de temps et aussi lui dresser un tableau le plus complet possible pour savoir finalement est-ce qu'il est concerné un peu, pas du tout, enfin pas du tout. Personne n'est exonéré de la réception, mais pour l'émission des factures, puisque le gros travail, le travail le plus complexe, ce n'est pas forcément la première tranche, la réception, ça va être la deuxième. Mais effectivement, l'idée, c'est de faire un seul audit, enfin une seule mission de diagnostic qui serve pour les deux, pour ne pas remettre le sujet pour l'année prochaine et essayer d'apporter tout de suite une réponse qui soit conforme aux deux obligations, pour éviter aussi des fois de rajouter des coûts. C'est ça un peu l'idée. Question un peu liée à cela. Comment se fait-il que ce ne soient pas les cabinets comptables que nous mandatons qui sont soumis à cette obligation à travers la transmission de nos données aux administrations, puisqu'ils sont notre gestionnaire et garant de nos démarches comptables? Alors, la question, en fait, c'est que le cabinet d'expertise comptable n'est pas missionné pour établir les factures. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'entreprise a son autonomie propre. Quand on est professionnel de santé, on est entrepreneur et donc on a ses obligations d'entrepreneur. Et dans les obligations d'entrepreneur, il y a la capacité effectivement à recevoir les factures. Et là, on peut déléguer à son expert comptable la problématique de la réception, mais pas la problématique. Enfin, on peut même lui déléguer la problématique de l'inscription. C'est à ça que sert le mandat de délégation. C'est-à-dire que sur la partie qui est purement comptable, aujourd'hui, vous pouvez déléguer à votre expert comptable en lui signant le mandat de délégation et en lui donnant les clés de votre comptabilité, vous pouvez lui déléguer la totalité de la partie réception. En revanche, l'émission ne fait pas partie d'une mission comptable de base, puisque les factures, la plupart d'entre vous, ceux qui ont des collaborateurs, ceux qui ont des factures à faire régulièrement, vous les faites sur soit un logiciel, soit Excel, soit Word, enfin, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. Mais la plupart d'entre vous faites vous-même vos factures, et ça, l'obligation de facturation, elle vous revient à vous. Et pour l'instant, il n'est pas prévu encore de cadre juridique pour que vous
puissiez le déléguer. Ça sera fait, à mon avis, avant le 1er septembre 2027, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité de confier la délégation à quelqu'un qui s'inscrira en votre nom et qui fera le travail pour vous. La clé de succès bien s'entourer. Autre question, concrètement, si j'achète mes boîtes de mouchoirs chez Leclerc, j'ai le ticket de caisse, j'en fais quoi? Donc, pour les achats professionnels en dehors du cabinet, voilà, papeterie, mouchoirs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est concerné par cette obligation? Alors aujourd'hui, lorsque l'on fait un achat à titre professionnel, on est censé récupérer une facture. Vous avez d'ailleurs beaucoup de grandes surfaces qui mettent à disposition des bornes ou qui permettent d'utiliser les sites web sur lesquels vous allez rentrer les informations de votre ticket de caisse pour récupérer la facture. Alors, ça peut paraître effectivement un petit peu beaucoup pour juste une boîte de mouchoirs, mais quand on gère aussi une entreprise, on fait normalement ses courses beaucoup d'un coup, puisque sinon on perd du temps, et la perte de temps, c'est une perte d'opportunité et d'argent. Donc, la plupart du temps, quand on est un professionnel, on essaye de regrouper toutes ces factures, et on peut se retrouver avec, oui, des tickets de caisse qui viennent de chez Carrefour, de chez Auchan, de chez peu importe. Et il faut savoir que les grandes surfaces, ça existe déjà beaucoup dans les grandes surfaces de bricolage, prévoient aujourd'hui des systèmes de facturation sur lesquels vous rentrez, vous, professionnels, vos informations professionnelles, les informations du ticket de caisse, et dans ces cas-là, la grande surface vous fera parvenir par le biais de la plateforme agréée votre facture. Actuellement, on les reçoit par mail. Et là, on ne les recevra plus par mail, on les recevra par la plateforme agréée. Et c'est cette facture-là qui pourra aller dans votre comptabilité. Tout à fait. Donc, les plateformes de e-commerce sont bien sûr concernées par cette obligation. Donc, ils vont pouvoir émettre également des factures, donc pour Amazon, pour d'autres sites d'achat en ligne. On avait une autre question par rapport à ça. J'ai Noémie qui pose une question concernant les subventions reçues de la CPM. Reversées aux associés, faudra-t-il émettre ou recevoir une facture? Alors là, on est dans un cas très particulier puisque certains d'entre vous reçoivent des subventions de l'État. Donc l'État n'est pas un organisme privé assujetti à l'obligation d'émission de factures électroniques. Donc, du coup, vous n'êtes pas obligé de pouvoir recevoir en facture électronique. On est hors du champ, là, puisqu'il s'agit de subventions d'État, on est hors du champ de la facturation électronique. Alors, si la question c'est, est-ce que lorsqu'on reverse la subvention aux associés, il faut émettre ou recevoir une facture? Non, on est dans le partage d'une subvention qui est hors champ, donc on n'est pas astreint à la facturation électronique. Alors, Catherine nous demande, qu'en est-il des factures perso pour un outil à usage partiellement pro? Exemple, frais de téléphonie avec déduction professionnelle à hauteur de 50%. Alors, ça veut dire que la facture que vous recevez, c'est vous qui la recevez à titre... Si vous la recevez à titre professionnel, eh bien, dans ces cas-là, on passera une écriture comptable à l'intérieur de votre comptabilité pour dire, attention, il y a une partie qui est personnelle. A contrario, si vous la recevez à titre personnel, normalement, on sera plus censé pouvoir la déduire dans votre activité professionnelle. Donc, le mieux, c'est faites-vous facturer à titre professionnel et dites que, effectivement, il y en a 50%, c'est pour vous. Une autre question. Donc, tous les actes de soins non conventionnés seront sujets à facturation électronique. Et la question, c'est est-ce qu'on fait payer la délégation pour ce choix de la plateforme? Alors, le mandat de délégation, c'est pour l'instant, est-ce qu'on facture la délégation ou pas? Chez Compta Santé, on n'a pas encore tranché, on est a priori parti sur une idée où on ne va pas forcément le faire le facturer. Ce que l'on ne sait pas encore, et là, ça va dépendre beaucoup de nos prestataires, c'est comment va se passer la facturation des plateformes agréées. Aujourd'hui, il y a des négociations qui sont en cours, notamment avec les éditeurs, nous le nôtre par exemple, enfin les nôtres, puisqu'on a plusieurs systèmes de comptabilité, et on est en train d'essayer de négocier pour non pas obtenir, parce que ça c'est ce qu'ils proposent pour les premiers mois, mais
pour garantir dans la durée la gratuité de la plateforme qui est celle qui est liée à notre système. Donc, si on arrive à nos fins, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'argent à partir de chez vous pour aller soit chez nous, soit chez l'éditeur. Ce que l'on envisage de faire payer, nous, c'est plutôt la partie accompagnement préalable. Et on vous tiendra informé sur les coûts éventuels que proposent les éditeurs. De toute façon, on n'inscrira pas, et ça c'est très important, on n'inscrira pas de clients sur des plateformes payantes sans avoir auparavant obtenu leur accord sur le montant de cette plateforme payante. Je prends une dernière question, après on va pouvoir enchaîner. On a un petit peu dépassé le timing, mais une question, donc, une facture reçue d'un pro étranger, États-Unis, Angleterre ou autre, un superviseur, un formateur, un fournisseur de matériel pro. Est-ce que vous concernez ou pas par cette obligation? Question intéressante. Alors, pour l'instant, il existe encore de nombreux pays, il existe encore quelques pays sur lesquels les obligations de facture électronique ne sont pas en vigueur chez eux. Donc aujourd'hui, vous avez tout à fait la possibilité de recevoir des factures, prenons par exemple de l'Allemagne, puisque l'Allemagne n'a pas encore mis en place le système de facturation électronique. Et vous avez une facture allemande qui va rentrer dans votre comptabilité sans passer par la plateforme agréée. Ça, c'est possible, puisque ce qu'on vous demande, c'est d'être capable de le recevoir. On ne va pas vous imposer de recevoir une facture qui ne passe pas par ce tuyau-là. On vous demande juste d'avoir le tuyau ouvert. Donc oui, vous allez pouvoir recevoir des factures allemandes. Il faut savoir quand même que le système global de facturation repose sur un système de transmission des données qui est standardisé au niveau mondial, qui s'appelle PEPOL, P-E-P-O-L. Ce système PEPOL, il est vraiment international, il concerne plus d'une centaine de pays qui sont déjà adhérents sur ce système PEPOL et contributeurs. Donc, l'idée, c'est que dans quelques années, alors ce n'est pas pour tout de suite, mais je pense dans 3, 4, 5 ans peut-être, la totalité des factures transitera par le réseau PayPal, et donc qu'elles viennent des États-Unis ou du Maroc. Le Maroc est déjà dans PayPal, donc il n'y a pas de problème. Tout ça arrivera, comment dirais-je, dans votre plateforme agréée et dans votre logiciel de comptabilité. Merci Yoann. Merci en tout cas à tous pour oui, juste, il y a beaucoup de questions. On va vous répondre individuellement les uns les autres. On va tous les traiter. Hein. Il y a beaucoup de questions qui sont très intéressantes. On est déçus de ne pas pouvoir répondre à tout parce qu'il y a vraiment des sujets intéressants. On va continuer individuellement par contre. On continuera d'y répondre. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en effet échanger sur le sujet. Rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est un cabinet d'expertise comptable, donc nantais. On fonctionne à distance essentiellement et surtout, on est très concerné par ces sujets car on est spécialisé sur les pros de la santé. Alors, j'ai eu quelques questions concernant la plateforme agréée chez Compta Santé. Alors oui, la plateforme est disponible pour ceux qui sont sur l'offre expert avec notre partenaire Penny Lane, qui est en effet un logiciel de comptabilité avec des fonctionnalités agréées. Donc, pour revenir par rapport à ce que disait Yoann, bien sûr, la clé de succès par rapport à ses obligations, ses contraintes, c'est de bien s'entourer pour essayer de se décharger un maximum de cette gestion administrative. Si vous utilisez un logiciel de gestion de patientèle, que ce soit Doctolib, que ce soit Topaz, que ce soit autre, forcément, ils sont impliqués sur le sujet, eux aussi sont concernés par cette obligation, et donc il y aura des évolutions sur leurs outils. Et donc, bien sûr, n'hésitez pas à comparer. On prend le temps, on a quelques mois encore devant nous. Et en tout cas, on est à dispo si vous souhaitez échanger davantage sur ces sujets ou autres sujets au niveau de votre fiscalité ou de la comptabilité. Merci d'avoir participé à ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire des retours, continuer de poser des questions, on va y répondre. Et pour le prochain webinaire du mois de février, on attend également de savoir quel sujet vous intéresserait qu'on aborde. Donc, il y a un petit questionnaire juste après le webinaire. Merci à vous et je vous souhaite une excellente fin de journée et à dispo si besoin.